C'est vraiment une grande joie pour moi aujourd'hui de recevoir Jean-Claude Caron, qui est membre du comité d'histoire de la ville de Paris, qui est l'organisatrice de ces conférences, qui est surtout professeur d'histoire contemporaine à l'université de Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et qui est un grand spécialiste de l'histoire sociopolitique du XIXe siècle. Il vient aujourd'hui nous faire une conférence sur le général Foy, et il vient de publier chez Champvallon un livre qui s'appelle « Les deux vies du général Foy, guerrier et législateur », que vous pouvez voir en vitrine devant la porte et que vous pouvez acheter en librairie et même vous faire dédicacer. Monsieur Caron est à votre disposition. Je remercie beaucoup, Monsieur Caron, d'accepter cette invitation. Et merci beaucoup et bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, commençons, si vous le voulez, par une question initiale. Qu'est-ce qui fait qu'un historien, dont c'est le métier de faire l'enseignement d'une part et de la recherche d'autre part, consacre environ 4 années d'une vie de chercheur à quelqu'un avec lequel il n'y a aucun lien particulier, ni familial, ni une forme d'empathie qui fait que je me serais tout jeune déjà passionné pour cet homme? En fait, ce qui m'a intéressé et qui m'a suggéré de travailler sur ce personnage, c'est la lecture de son journal, ce qu'on appelle les notes journalières du général Foy, qu'il tient sous la Restauration. Et nous sommes là dans un cycle de conférences sur le Paris du 1er 19e siècle, qui ont été publiées, donc, ces notes journalières, un petit nombre, 30 exemplaires seulement. Autant dire que c'est un ouvrage qui est très rare, qui n'a jamais été réédité, et qui donne à voir une image de Foy, de sa famille, de ses amis, de son environnement politique, social, culturel dans le Paris de la Restauration des années 1820 à 1825. C'est donc un ouvrage tout à fait intéressant, plein d'annotations à la fois très politiques, très personnelles, où il est aussi bien question de ces débats et je dirais presque combats à la Chambre des députés, mais aussi de sa vie sentimentale, de ses affaires financières, économiques, boursières, de ses pensées sur ses amis politiques qui se révèlent parfois être moins ses amis qu'il ne le dit publiquement dans son journal, par exemple. Vous voyez, on trouve des propos un peu contradictoires parfois. De son amour paternel pour ses enfants, il y a une sensibilité masculine assez rare qui s'exprime en termes d'affection paternelle. On est assez peu habitué d'ailleurs au format du journal. Le journal est plutôt un type d'écriture féminin, là où les mémoires seraient plutôt un type d'écriture masculin. Et donc le journal permet de dire beaucoup de choses, étant donné que c'est censé être, je dis bien censé être, une écriture privée, une écriture même secrète. Mais en fait, on le sait, la plupart des journaux finissent toujours par être publiés. C'est ce qui lui est arrivé, mais encore une fois, une seule fois pour le centenaire de sa mort en 1925, et vraiment à très très peu d'exemplaires, puisque c'était à 30 exemplaires. Alors en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler d'un oublié de l'histoire, d'un second couteau de l'histoire, appelez ça comme vous voulez, et pourtant, le paradoxe, c'est que cet homme a joui d'une popularité étonnante de son vivant. J'allais dire, et plus encore au moment de sa mort. Alors évidemment, c'est un peu inquiétant quand le seul élément biographique que les dictionnaires retiennent d'un homme, c'est sa mort, ou plutôt ses funérailles. Parce que sa mort, elle n'a pas été violente. Il est mort jeune, on peut dire, encore qu'à l'époque, 50 ans, c'est moins jeune qu'aujourd'hui, si l'on veut, en termes de durée d'existence. Mais ses funérailles ont été un grand moment de la vie publique à Paris et de l'occupation, on pourrait presque dire, des rues, de l'espace public. Il s'avère que ce 30 novembre 1825, jour de ses funérailles, la presse a relaté qu'il y aurait eu 100 000 personnes dans les rues de Paris. Alors, soyons clairs, le comptage des manifestants de l'époque, c'est comme celui d'aujourd'hui. Il y a celui, disons, de la presse d'opposition, qui aurait tendance à gonfler les chiffres, et puis celui du préfet de police, qui aurait tendance, disons, lui, plutôt à les abaisser. Mais le fait est que tout le monde est d'accord sur une chose, il y a eu une foule absolument considérable dans les rues de Paris pour les funérailles du général Foy, plus que pour toute autre funéraille pendant toute la période de la Restauration, et il y a pourtant eu des funérailles très importantes, comme celle de l'acteur Talma, par exemple, qui avait une énorme popularité de son temps. Donc ça veut dire quelque chose. Et la question que je me suis posée, et qui a été le point de départ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 100 000 personnes, plus ou moins, sont-elles présentes dans ces funérailles qui vont durer une dizaine d'heures, selon un trajet extrêmement précis et codifié, discuté avec les forces de l'ordre pour éviter, si possible, des incidents? Pourquoi autant de monde dans les rues? Bien entendu, la réponse est
ça n'est pas par une sorte d'empathie personnelle ou de sympathie pour le défunt. L'immense majorité ne l'avait même jamais vu. Donc ça veut dire qu'on est présent dans les rues par sympathie pour ses idées. Et c'est bien ça dont il s'agit, hein. C'est-à-dire qu'on est en sympathie, en osmose avec les idées. Quelles sont ces idées? Qu'est-ce que représente foi? C'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir retracer la vie de cet homme. Alors la vie de cet homme, elle commence, comme pour tout le monde, hein, par une naissance en 1775 et un décès en 1825. Là où ça se complique un peu, c'est qu'il y a 2 endroits où il serait né. Visiblement, il y en a un de trop. On pourrait croire que c'est une forme de bataille de clochers, de clochemerles, vous voyez, de rivalité de petites villes. Alors, la première, sur laquelle je reviens, normalement, un peu trop, voilà, ici, c'est dans une toute petite bourgade de l'Aisne, du département de l'Aisne, qui s'appelle Piton, P-I-T-H-O-N, et la tradition veut que sa mère, ayant été prise de douleur et ne pouvant rejoindre son domicile, aurait accouché dans cette maison, puis l'enfant aurait été ramené dans la ville d'à côté, qui est la ville de Ham, H-A-M, dans la Somme, d'où l'explication qu'il y a à la fois ici et là 2 plaques qui célèbrent la naissance du général Foy. Au-delà de l'anecdote, on voit bien qu'il y a là une volonté de captation d'une notabilité. Quelque chose qui peut dire que dans ma ville, dans mon village, quelqu'un de célèbre est né, et on voit bien qu'il y a une rivalité là, qui est une rivalité mémorielle, que l'on trouverait d'ailleurs, en cherchant bien, dans d'autres cas. Beaucoup de villes essayent de capter ainsi la mémoire, le souvenir d'hommes ou de femmes célèbres, du moins dans leur époque. Alors, qu'est-ce que c'est que le général Foy? Eh bien, c'est 2 carrières. 2 carrières. Une première carrière qui est une carrière de soldat, de militaire, d'officier. Un homme qui va entrer, j'allais dire, en guerre en 1792, comme la France, et achever sa carrière en 1815 à Waterloo, comme la France. Donc on peut donc dire qu'il a parcouru toutes les guerres révolutionnaires et impériales de 1792 à 1815. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Il n'est pas seul dans ce cas, simplement lui a survécu, alors que beaucoup de ses compatriotes, y compris les officiers, ont été tués lors de différentes batailles. Lui a survécu en 1815. La deuxième carrière qu'il commence, c'est une carrière politique. Une carrière politique parce qu'évidemment, quand on a fait toute sa carrière dans les armées révolutionnaires et impériales, ce n'est pas qu'on est persona non grata pour le régime de la Restauration, mais enfin, on est quand même un petit peu suspect. Encore les choses auraient-elles pu s'arranger si Foy, j'allais dire pour une fois, mais là le jeu de mots est un peu facile, n'avait pas fait le mauvais choix, comme beaucoup de ses compatriotes, à savoir que lors des 100 jours, lors du retour de Napoléon dans l'île d'Elbe, sans hésitation, il fait le choix de se rallier à Napoléon. Alors que la Restauration, la première, de 1814, l'avait littéralement comblé d'honneur. Louis XVIII savait très bien que l'armée lui était hostile et il essayait d'acheter, entre guillemets, les principaux officiers en leur accordant toutes sortes de décorations, de titres, de pensions, etc. Mais en se ralliant à Napoléon lors des 100 jours, il a un peu grillé ses dernières cartouches et du fait, il a été mis sur la touche, d'où le fait qu'il se soit ensuite tourné vers la politique. La politique n'est pas n'importe quelle politique, la politique d'opposition. Opposition au régime de la Restauration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle être opposant à l'époque? Qu'est-ce qu'on appelle la gauche? Voire même, et l'expression ne serait pas évidemment à prendre au sens actuel, l'extrême gauche parlementaire, c'est d'être ce qu'on appelle à l'époque un libéral. Libéral, aujourd'hui, serait plutôt quelqu'un qui serait considéré comme étant au centre droit. Disons quelqu'un qui a des idées qui sont assez, méfiantes vis-à-vis du rôle de l'État et plutôt croyant en la liberté de l'individu, pour aller vite. À l'époque, c'est déjà un petit peu ça, mais ce que défend au fond, les idées que va défendre Foy pendant toute sa carrière, j'y reviendrai évidemment, c'est défendre les acquis de 1789. C'est un homme qui est radicalement porteur des valeurs de 1789, dont la liberté, et une certaine forme d'égalité. Quand je dis une certaine forme d'égalité, vous aurez bien compris que ce n'est pas une égalité sociale, mais bien une égalité juridique. Il n'y a plus de privilèges, il n'y a plus de caste, il n'y a plus d'ordre. Donc, c'est ces idées-là qu'il défend et qui sont un peu en porte-à-faux avec celles du régime restauré. La Restauration, il n'y a pas beaucoup de régimes qui portent aussi bien leur nom. Que veut-on restaurer? Évidemment, ce n'est pas l'Ancien Régime.
ne faut pas non plus charger Louis XVIII d'idées qu'il n'avait pas. Louis XVIII est suffisamment intelligent pour bien comprendre qu'il ne va pas restaurer la France de Louis XVI. C'est fini. Il s'est passé des choses. À tel point d'ailleurs qu'il va accorder, lui-même d'ailleurs dit octroyer, ce qui a beaucoup choqué les libéraux. Octroyer, ça sent vraiment pour le coup l'Ancien Régime. Bon, une charte. Pour ne pas dire une constitution, parce que constitution, ça sentait trop sa révolution en quelque sorte. Hein. Donc une charte, avec l'adjectif constitutionnel. C'est bien la preuve que malgré tout, on n'est plus dans un ancien régime d'autorité monarchique absolue, mais qu'il y a maintenant des limites. Hein. On est dans une monarchie limitée, et donc il y a une chambre des députés qui est élue par un petit nombre de personnes, mais qui est élue. Vous voyez, donc les temps ont changé, et Louis XVIII le sait très bien. Mais, au-delà de ça, les temps sont quand même à essayer de revenir le plus possible sur certaines choses que la Révolution avait promues et dont la Restauration ne veut plus, y compris des symboles. Et la guerre des symboles la plus forte, c'est évidemment la guerre des drapeaux. La Restauration restaure le drapeau blanc, ce qui est absolument insupportable pour toute l'opposition qui s'est battue, parfois les armes à la main, comme le général Foy, pendant quelques dizaines d'années, pratiquement 25 ans, pour le drapeau tricolore. Donc là, vous voyez, même la guerre des symboles, on l'oublie peut-être aujourd'hui parce que ça ne se porte plus guère. Aujourd'hui, peu rares sont les partisans du drapeau blanc en France actuellement, me semble-t-il. Bon. Mais dans un pays où l'illettrisme est encore très important, hein, dans les années de la Restauration, l'aspect visuel des symboles, le drapeau, la cocarde, hein, pèse énormément dans l'approche politique d'une bonne partie du peuple français. Donc deux carrières et dans lesquelles Foy a excellé. Sa carrière militaire, au fond, il n'est qu'un général parmi quelques centaines d'autres. Les armées révolutionnaires et encore plus napoléennes sont de très grosses productrices et consommatrices de généraux. A-t-il percé plus que d'autres? À l'évidence, non. Sinon, il serait maréchal. Or, Napoléon ne l'a jamais reconnu comme tel. Mais peut-être pour d'autres raisons, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, qui sont ses rapports pour le moins complexes avec Napoléon. Bon. Une carrière tout à fait honorable, puisqu'il termine général de division. Bon. Et dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon dicte clairement à Lascaz que s'il avait continué la guerre, parmi ses futurs maréchaux, il pensait bien au général Foy. Alors quand Foy lit ça, évidemment, là, il tombe raide de plaisir. Enfin, c'est ce qui lui a été refusé du temps de sa carrière militaire active, en quelque sorte, lui est quasiment décerné par Napoléon, il est vrai, sur l'île de Sainte-Hélène, donc ça ne risque pas d'arriver. Donc une carrière tout à fait honorable, mais en même temps une carrière dont lui-même pense qu'elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, pour une raison simple, c'est qu'il a agi sur un champ de bataille qui n'était pas privilégié par Napoléon, loin du regard de l'empereur. Ce champ de bataille principal où il a opéré, c'est la péninsule ibérique, qui a un double handicap, je dirais, dans la mémoire glorieuse de la guerre. C'est une guerre inglorieuse. C'est une guerre inglorieuse. C'est une guerre, d'une part, qui est loin des préoccupations principales de Napoléon, qui a toujours eu un axe qui était l'Europe centrale, Autriche, Allemagne, Russie, et qui se désintéressait, il y a bien sûr été, hein, mais il se désintéressait assez fortement de la guerre de la péninsule. Il a mis son frère comme roi d'Espagne, et puis il a laissé faire d'une certaine manière. Bon. Et puis la deuxième chose qui rend cette guerre inglorieuse surtout, c'est que c'est une guerre qui se fait au nom de principes qu'on est censé apporter aux Espagnols, mais qui n'en veulent pas parce que ces principes sont liés à leur asservissement. Donc Foy se retrouve, lui, ayant des idées propres à la Révolution de 89, la liberté, en train d'asservir un peuple qui se bat pour sa liberté. Voir les gravures de Goya, hein, les désastres de la guerre. Il se trouve à faire un genre de guerre avec lequel il est très mal à l'aise, la guerre de guérilla. On n'est pas formé dans les écoles de guerre pour faire la guerre de guérilla. On est formé pour faire la guerre en champ ouvert. Et il en vient sinon à faire lui-même, mais à couvrir des actes militaires qui sont absolument abjects. Alors avec toujours l'idée qu'on dit, mais oui, mais les autres en faisaient autant en face. Ben oui, mais ce à quoi on peut répondre, peut-être les autres étaient un tout petit peu chez eux aussi, en Espagne ou au Portugal. Donc on se retrouve là
vers un homme qui est conscient de faire une guerre inglorieuse qui ne lui apportera pas sa part de gloire comme Austerlitz, comme Hull, comme Wagram, comme toutes ces batailles pourraient lui en avoir apporté. Donc une sorte de regret de sa part. Je reviens d'un mot sur sa mort et sur ses funérailles. Je vais vous faire les choses, j'allais dire, chronologiquement à l'envers. Alors, c'est un peu choquant parce qu'on a envie de commencer par le début et de finir par la fin, mais je voudrais quand même en terminer avec ses funérailles parce que vous allez voir que ça conditionne toute l'écriture de ce type de biographie où il convient de se démarquer d'une production hyper abondante liée à la mort de foi. Mais tout ce qu'on trouve comme source à la mort de foi, ça n'est plus de la biographie, ça n'est plus de l'histoire, c'est de l'hagiographie. C'est Saint Maximilien Sébastien Foy. On est là dans une sorte de panthéonisation avant l'heure. À propos de panthéonisation, si vous visitez le Panthéon, vous verrez un groupe sculpté sous le dôme du Panthéon, les orateurs de la Restauration. Au centre de ce groupe sculpté, il y a le général Foy, entouré de Lafayette, de Benjamin Constant, de toutes les grandes figures. Mais il est au centre, parce qu'il est considéré par le sculpteur comme étant vraiment le point cardinal de l'art oratoire parlementaire sous la Restauration. Donc, sa mort. D'abord, la belle mort. Les derniers instants, c'est le titre de ce tableau anonyme, détenu par un descendant de la famille Foy, qui a une sorte de collection d'œuvres tout à fait remarquable sur le général Foy. Donc, les derniers instants du général Foy. Nous sommes là vers le 28 novembre 1825. La fenêtre sur la gauche est ouverte, il regarde une dernière fois dehors, on voit qu'il est soutenu par des oreillers sur un fauteuil, et tout le reste est pure invention. Ses enfants n'étaient pas présents, sa femme non plus, seuls étaient ses deux neveux, qui sont les jeunes gens qui sont à gauche du fauteuil. Et tout le reste est une reconstitution. Pourquoi ? Parce que ce tableau des derniers instants obéit à un genre. Et donc, dans le genre, il faut que tout le monde soit présent, y compris des enfants très jeunes, y compris sa femme, alors que les règles du bien mourir à l'époque sont assez différentes. Par exemple, les femmes sont assez largement exclues de la chambre mortuaire, comme elles le sont des funérailles elles-mêmes. Madame Foy n'a pas assisté aux funérailles, n'a pas participé aux funérailles. Ça n'était pas dans les règles. Les enfants, oui, mais uniquement les enfants de sexe masculin, pas les jeunes filles. Et il y en a 2 ici. Il y a 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Donc vous voyez, ce type de source, quand vous le trouvez, vous pouvez considérer que c'est une source qui vous dit le vrai, or en fait c'est une pure reconstitution. Parce qu'on a d'autres témoignages de gens qui ont, sur des écrits, annoté qui était présent lors de ces derniers moments. Donc, funérailles, et ici, voilà un des innombrables productions, je dirais, d'art funéraire, sous forme de médaillons. Mais on trouve aussi des couvercles de tabatière en bois, on trouve des médailles commémoratives en différents métaux. Ici, je pense que c'est du laiton ou quelque chose de ce type-là, d'après la couleur. Ce n'est pas de l'or, je le dis tout de suite. Et où on voit une scène fameuse, qui pour le coup a vraiment existé, où autour du cercueil du défunt qui est en bas de cette gravure, que vous voyez recouvert une sorte de catafalque, vous avez les présents qui sont autour, dont l'un qui est Casimir Périer, grand ami du général Foy et futur président du Conseil de Louis-Philippe, tient à bout de bras le plus jeune enfant du général Foy, né en 1822, il a 3 ans. Il est censé être déjà autour de 22-23 heures. La cérémonie a commencé vers 12-13 heures et elle s'est étendue sur une dizaine d'heures. Et jure que la France va adopter les enfants du général Foy. Bon. Scène vraie, et en même temps, par respect des conventions, on ajoute des choses qui n'étaient pas présentes. Et les choses pas présentes, c'est la croix et les prêtres. Car le général Foy, que vous voyez à gauche, voyez, un prêtre et la croix. Bon. Car le général Foy n'était pas un croyant, mais en bon voltairien était, disons, anticlérical et déiste. Bon.
Donc, il n'y a pas eu d'extrême-onction. Il y a eu une cérémonie religieuse à Notre-Dame de Lorette. Il habitait rue de la Chaussée-d'Antin, c'était l'église dont il dépendait. Cérémonie religieuse dont les rapports de police nous disent que ça ressemblait à tout sauf à une messe. On parlait, on criait « Vive le général Foy »,« Honneur au général Foy »,« Vive le défenseur de nos libertés ». Ça devenait une sorte de cérémonie religieuse et ou politique. Puis un long cortège arrivant jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, sans prêtre et sans aucun signe religieux sur le cercueil du général Foy. Ni croix, ni quoi que ce soit. Mais, pour les conventions de l'époque, l'artiste a cru bon d'ajouter cela. Un dernier mot, enfin avant-dernier mot, voici la tombe du général Foy au Père-Lachaise. C'est une tombe assez monumentale. C'est une tombe qui montre donc bien qu'il représentait quelque chose, qui est situé dans un espace où il est entouré lui-même par d'anciens collègues partageant les mêmes idées que lui ou morts après lui, et qui, là encore, obéit, je dirais, à un art néoclassique tout à fait représentatif de l'époque. C'est un peu dans le style de l'église de la Madeleine, vous voyez, dans ce art néoclassique qui a déjà été remis à l'œuvre par la Restauration et encore plus par Napoléon Ier et que l'on trouve encore sous la Restauration. Alors, le nom de l'architecte m'échappe, mais vous le retrouverez, bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bas-reliefs sculptés qui sont de David d'Angers. David d'Angers, donc grand médailliste, ou médaillier plus exactement, et en même temps sculpteur, hein, qui a produit les bas-reliefs de ce tombeau, ou ce qu'on a privilégié pour la statue, donc qui est dans la niche en haut, c'est la statue de l'orateur à l'antique, c'est-à-dire quasiment nu. Ce qui a posé un vrai débat, parce que c'est pas par pudeur, hein, le débat ne portait pas sur la pudeur, mais fallait-il vraiment aller jusqu'à cette figuration, et pourquoi pas le représenter dans son costume de député, par exemple. C'est un tombeau qui mérite le détour, il est en assez mauvais état. Il a été érigé parce qu'une souscription a été lancée et que cette souscription a rapporté 1 million de francs. Somme considérable. Vous le voyez donc, Foy, c'est l'homme des records. Hein. 100 000 personnes à son enterrement, 1 million de fois sa souscription, mais tous ces chiffres, évidemment, sont mis en avant pour, encore une fois, justifier sa popularité. Foy ne s'appartient plus une fois qu'il est mort. Il devient un objet qui sert de vitrine politique à ses collègues parlementaires libéraux. Bon. Dernière image sur sa mort, Lise Foy, en veuve, avec le plus jeune de ses enfants qui vient se recueillir sur la tombe de son défunt mari. Désormais, elle n'est plus que veuve, elle est la comtesse Foy, dépositrice, en quelque sorte, de la mémoire de son mari. Et là encore, on va s'en souvenir, puisque, par exemple, lorsque Louis-Philippe, ex-duc d'Orléans, sera roi à partir de 1830, il donnera des pensions aux enfants de Foy. Enfin bref, il n'oubliera pas les liens de sympathie politique, et même un peu plus, qui l'unissaient au défunt lorsqu'il sera au pouvoir. J'avais dit dernière image, presque. En même temps, ces funérailles ont donné lieu à un véritable commerce. Un commerce qui fait que, au-delà d'objets attendus, médailles commémoratives, par exemple, lithographies, qui se vendent par centaines, par milliers, on va trouver des bonbons, du chocolat, du général Foy, de la liqueur du général Foy, des fourneaux de pipe, évidemment, et même un parfum du général Foy, dans une maison extrêmement connue et qui, je crois, j'ai vérifié sur Internet, existe toujours, hein, et qui va sortir un parfum du général Foy. On est à la limite du mauvais, enfin bon. Déjà à l'époque, on voit bien que la marchandisation de la mort, dont on a noté qu'aujourd'hui elle prenait parfois une ampleur extravagante, eh bien, existe déjà. On pourrait faire comme ça une très longue liste des objets manufacturés qui ont été fabriqués à la mémoire du général Foy. Bon. Voici la statue qui a été érigée à Ham. Donc, elle est sur la place centrale de la petite ville de Ham.
On a reproduit donc cette fois-ci l'orateur, le député, et on a reproduit en bronze les bas-reliefs qui sont sur son tombeau du Père-Lachaise. Cette statue a survécu à la guerre de 14, alors qu'une bonne partie de Ham a été détruite. Elle a été légèrement vandalisée par les troupes allemandes, mais elle a survécu. Elle est donc toujours sur la place du village. Et voilà un exemple des bas-reliefs de David qui nous montre la procession où on porte à bras le cercueil de foi, ce qui est interdit par la loi. C'est interdit par la loi et les préfets, conscients du rapport de force, hésitent toujours à intervenir parce que le cercueil du défunt doit être tiré sur une longe tirée par des chevaux. Il est absolument interdit de le porter à bras, mais évidemment, la première chose que font les personnes lorsqu'il s'agit d'une personnalité politique, c'est de le prendre, et le cercueil est passé de bras en bras, y compris de bras très connus, d'écrivains, d'hommes politiques de son époque, mais aussi de simples ouvriers, d'étudiants qui se sont relayés tout au long du trajet de la chaussée d'Antin jusqu'au Père-Lachaise. Alors, dans certains cas, là, les choses se sont à peu près bien passées parce que le préfet, vu la foule, a jugé bon que s'il faisait intervenir la gendarmerie, ça allait très vite dégénérer. Donc, il a jugé bon de ne pas intervenir. 2 ans plus tard, en 1827, d'autres funérailles, celles d'un autre libéral, La Rochefoucauld-Liancourt, grand nom de la philanthropie libérale. Hein. Là aussi, les participants ont voulu porter à bras le cercueil. La police a eu ordre de s'y opposer. Bagarre, le cercueil tombe par terre, s'ouvre, le cadavre apparaît. Il y a eu là un moment légèrement de gêne malgré tout. Les choses ont repris et ensuite on a replacé le cercueil sur la longe qui servait à le tirer. Venons-en maintenant donc à un retour à la chronologie pour essayer de vous informer davantage sur cette personnalité du général Foy. Il est né en 1775 dans la ville de Ham ou la ville de Piton. Maintenant, vous savez qu'il y a 2 villes où il est né. Il est le 12e et dernier enfant d'une famille dont il est le 5e survivant. On est là dans une proportion qui est relativement courante et bénigne à cette époque-là. Son père est un marchand, ancien soldat. Il est réputé avoir fait la guerre de 7 ans, avoir combattu, même en Autriche. Il reçoit une éducation qui est une éducation assez poussée et qui révèle un brillant élève. Comme il est brillant, on l'envoie à Soissons, parce qu'à Soissons, il y a un collège qui s'appelle le collège Saint-Nicolas et qui est tenu par les oratoriens. C'est là que les notables, picards, envoient leur progéniture, surtout quand elles sont douées. D'ailleurs, quelques années auparavant, Foy, un homme destiné à une carrière certes courte, mais très célèbre, est passé par le même collège Saint-Nicolas, c'est Saint-Just, qui est également picard. Il progresse tellement vite qu'il est déjà en rhétorique en 1789. Il est né en 1775, il a 14 ans. On ne sait pas quoi en faire. On décide de l'envoyer à Paris pour refaire une rhétorique, mais cette fois-ci dans un collège parisien. Parce qu'on estime que Paris garde quand même une espèce de prééminence en termes éducatifs. Mais nous sommes en 1789. Il arrive donc dans une ville, au collège de Lisieux, dans l'actuel quartier latin, où il ne se plaît pas, pour des raisons qui ne seront jamais éclaircies, et d'où il s'enfuit. La légende veut qu'il se soit enfui à pied, rentrant chez lui par la grande route, jusqu'à ce que le courrier, la poste, le trouvant là, le fasse monter et le ramène jusque chez lui à Ham. On ne dispose pas vraiment de renseignements qui permettent d'accréditer cette thèse. Il est bien évident que, j'allais dire, dans le CV de Foy, ça fait plutôt bien. Ça fait genre je suis un esprit libre. Vous voyez, et quand je veux échapper à une forme de contrainte, eh bien, j'ai la force morale. Reste qu'on a maintenant, à la fin 1789, un jeune homme dont on se demande ce qu'on va faire, et c'est la sœur aînée, semble-t-il, qui a joué pour lui un rôle un petit peu de mère dans une famille de 12 enfants. C'est souvent le rôle un peu dévolu à la sœur aînée, qui pense à une carrière militaire. Et au fond, on voit bien que ce n'est pas forcément par une grande sympathie pour l'armée ou pour la guerre.
Nous sommes en 1789. Un système s'effondre, ce dont tout le monde est à peu près conscient. Qu'est-ce qui peut permettre une ascension sociale rapide, voire extrêmement rapide, plus qu'une carrière militaire, à condition, bien sûr, de survivre? Donc, un jeune homme brillant, une école militaire, c'est la garantie que, assez vite, il va pouvoir gravir les échelons de l'ascension sociale. On l'envoie donc dans une école d'artillerie située à La Fère, c'est pas très loin de Ham. Il y rentre de manière, là encore il y a un concours d'entrée, il y rentre de manière brillante, 3e sur 200, donc malgré tout ça fait preuve de ses capacités, mais à peine y est-il rentré qu'au bout d'à peine une année, le régime révolutionnaire décide de regrouper tous les élèves artilleurs dans une même école, qui est l'école de Châlons, où de nouveau il se présente au concours, de nouveau il est reçu, et à sa sortie de l'école, en septembre 1792, il est directement affecté à l'armée du Nord, qui est alors commandée par le général Dumouriez, le futur traître, si je puis dire. Bon. Quoi de plus normal, sauf que nous avons là un jeune homme qui a 17 ans. 17 ans, lieutenant, affecté à l'armée, il rentre dans l'armée, il ne la quittera plus jusqu'en 1815 et la bataille de Waterloo. Bon. Alors, à partir de là, on peut distinguer, mais ce n'est pas l'objet de cette conférence, c'est pour ça que je vais aller assez vite sur l'aspect militaire, parce que c'est le pari de la restauration qui m'intéressera davantage pour aujourd'hui, vu la thématique de ce cycle de conférences. On peut distinguer 4 temps dans sa carrière militaire. Le premier temps, c'est son entrée dans la carrière en 1792 jusque 1803, où là, il devient un peu trop suspect aux yeux de Napoléon, parce que lui n'a pas choisi Napoléon comme étant le futur maître de la France, mais son rival, le général Moreau, M-O-R-E-A-E. Donc là, il a une carrière qui est plutôt assez linéaire, qui progresse assez vite, et puis sa sympathie affichée pour Moreau lui vaut d'être plutôt mis de côté. Il faut savoir que dans cette première carrière militaire, il a pris 2 options politiques qui ont failli lui être fatales. Politiques. La première, il a clairement laissé entendre son hostilité aux montagnards. Donc, il a été arrêté, emprisonné et, comme on dit pour d'autres personnalités, sauvé par le 9 Thermidor. Sinon, il s'apprêtait à passer en jugement devant le tribunal révolutionnaire. Et en 1794, vous savez qu'il n'y a que 2 peines, acquittement ou condamnation à mort. Donc il a été, entre guillemets, sauvé par le 9 Thermidor. Bon. Il saura s'en souvenir, et plus tard, il sera utilisé, et on pourrait même dire instrumentaliser cela pour dire « oui, j'ai été révolutionnaire, j'ai adhéré aux valeurs de la Révolution, mais j'ai failli aussi en être la victime, donc je n'ai pas de leçon à recevoir. » La deuxième chose, c'est que, alors que Napoléon lui a fait à plusieurs reprises des avances pour être même son aide de camp, pour l'emmener en Égypte, ce qui aurait été un tremplin exceptionnel pour sa carrière militaire, il s'y refuse. Parce que malgré tout, il a des sympathies pour la liberté qui font que c'est incompatible avec l'ambition toute personnelle qu'il décèle très vite chez Napoléon, comme étant un homme qui va confisquer le pouvoir. Et à 2 reprises, il va le faire savoir. D'abord, en refusant de signer une approbation du coup d'État, que tout son régiment signe, mais pas lui. Et deuxièmement, en votant non à l'établissement de l'Empire en 1804. Vous imaginez quand on commence une carrière militaire, on le paye forcément. Bon. C'est dire que ces rapports avec Napoléon, qui vont changer par la suite, sont au début pour le moins conflictuels. Napoléon le sait, il n'a pas les moyens, je dirais, de se priver malgré tout d'un homme de valeur au plan militaire, mais, deuxième période, entre 1803 et 1808, il l'envoie dans des postes secondaires où, pour dire les choses clairement, il n'a pas grand-chose à faire, en tout cas, pas de moyen de démontrer son talent et d'acquérir de la gloire, et donc de l'avancement. Il piétine. Troisième temps, à partir de 1808, Napoléon l'envoie en Espagne. On a besoin de monde en Espagne. Cette guerre qui devait être un front secondaire est de plus en plus un front premier en quelque sorte,
parce que ça ne se passe pas bien au Portugal et après ça ne se passe pas bien en Espagne. Donc on consomme beaucoup de généraux. Et on envoie donc Foix, qui là, pour le coup, va quand même pouvoir démontrer ses talents, conquérir peu à peu des grades, obtenir par exemple le grade de général de brigade, puis de général de division, et en même temps, lorsque son supérieur a besoin de quelqu'un pour rendre compte à Napoléon de la situation en Espagne, c'est lui qui est envoyé en mission auprès de Napoléon à 2 reprises. Et Napoléon, pour le coup, est subjugué par la clarté d'exposé que lui fait Foix, des raisons pour lesquelles ça ne marche pas en Espagne, il le récompense, il le dote, il le nomme général de division. Donc, à tout point de vue, là, les relations se réchauffent, mais nous sommes déjà en 1810-1811. Donc, réchauffement tardif, mais réel, entre Foix et Napoléon. Il combat jusqu'au bout, c'est-à-dire février 1814. Il obtient à Orthez sa 15e blessure. Il est blessé là grièvement, il aura 4 mois de convalescence qu'il va passer à Toulouse. Preuve de son aura en quelque sorte, le duc de Wellington vient le visiter dans son hôpital. On est dans le monde des gens de même, je dirais, niveau social en quelque sorte. Donc ça se fait. On n'est plus l'ennemi là pour le coup. Bon. Enfin, la 4e période, c'est cette période très brève que vous avez deviné, c'est les 100 jours, où alors qu'il était nommé comme responsable d'une division militaire en France, à Nantes, il se rallie à Napoléon. Napoléon, du reste, lui confie, là encore, des commandements, mais pas tout à fait majeurs, et il est blessé à Waterloo. Cette carrière militaire, donc, il va l'achever à Waterloo avec un sentiment d'inaboutissement, mais en même temps l'idée qu'il va falloir maintenant qu'il fasse autre chose. Parce qu'il est rayé des cadres de l'armée d'active, on ne lui pardonne pas son ralliement à Napoléon pendant les 100 jours, il sera réintégré en 1818, 3 ans plus tard, mais désormais, ça n'est plus l'armée qui est son occupation professionnelle en quelque sorte, c'est la politique. Alors la reconversion en politique de Foix dès 1815 va être laborieuse. Il se présente par 3 fois aux élections, 2 fois en 1815 parce qu'il y aura 2 élections, une pendant les 100 jours, une avec la deuxième restauration, et une 3e en 1816 lorsque Louis XVIII va dissoudre l'Assemblée élue en 1815 pour procéder à de nouvelles élections. Les 3 fois, il est battu. Il est battu parce qu'on est dans un climat qui n'est pas propice à l'élection d'hommes qui sont encore très et même trop marqués par leur passé révolutionnaire et bonapartiste. Donc, il n'arrive pas en quelque sorte à vaincre cette barrière et à obtenir donc ce siège de député. Il se présente dans l'Aisne et il a une propriété à Python. Donc il se présente dans l'Aisne, il pense que c'est le bon choix pour différentes raisons. C'est un département plutôt patriote, c'est un département qui a adhéré à la Révolution, mais plutôt de manière modérée. Par exemple, l'Aisne a plutôt été un département girondin que montagnard. Condorcet a été député de l'Aisne, pour vous donner une idée. Voyez ? Donc, il pense que c'est le bon choix et que c'est un milieu à la fois de fortune foncière, de fabricants, de professions libérales qui, grosso modo, sont nés avec la Révolution de 89. Un exemple très simple. Dans l'Aisne, beaucoup de bourgeois ont acquis des biens nationaux, des terres. Et leur grande hantise, c'est « est-ce que la Restauration ne va pas me les reprendre ?» Donc, le général Foix leur paraît comme un rempart possible. Mais en face de lui, il y a les préfets, les sous-préfets qui mènent campagne contre lui, évidemment, et il ne réussit pas pendant ses 3 premières tentatives. Il va finalement réussir à la 4e, en 1819, et être élu député de l'Aisne jusqu'à sa mort, en 1825. Il se représentera en 1824 et il sera de nouveau élu en 1824. Alors, juste un détail, pour se présenter aux élections à cette époque-là, il y a beaucoup de conditions à remplir. Une condition d'âge. Pour voter, déjà, il faut avoir 30 ans.
Mais pour être élu, il faut avoir 40 ans. Il est né, je vous le rappelle, en 1775. Il a donc tout juste 40 ans en 1815. Hein, vous voyez, donc ça élimine beaucoup de gens. Ensuite, il faut payer un cens, c'est-à-dire en fait un certain nombre d'impôts, un certain montant d'impôts. Et ce montant d'impôts, eh bien, il est assez élevé. 300 francs pour être électeur. Ça réduit le corps électoral, je vous le dis tout de suite, 30 ans plus 300 francs d'impôts, ça fait à peu près, au mieux, 100 000 électeurs pour un pays de 32 millions d'habitants. Vous voyez, donc ce suffrage censitaire est extrêmement réduit. Mais là où c'est encore beaucoup plus réduit, c'est pour être éligible. 40 ans et 1000 francs d'impôts. En gros, des collègues ont fait des calculs déjà depuis un certain temps, il y a environ 15 000 éligibles en France. 15 000 éligibles sur 32 millions d'habitants. C'est pour vous dire le nombre extrêmement réduit. Ça induit donc, parfois comme pour les autres, le fait qu'on connaît pratiquement physiquement tous ces électeurs. On est dans un rapport individuel, personnel. Donc là, quand on fait campagne, c'est faire campagne auprès de quelques centaines, voire dizaines de personnes qui sont les électeurs. Donc on a un rapport tout à fait différent que de nos jours avec le suffrage universel. Bon. Eh bien, s'il a bien 40 ans en 1815, il n'a pas 1000 francs. Du moins, il ne les a pas tout de suite et pas complètement. Il est finalement reconnu par l'administration, qui évidemment tente par tous les moyens de le faire passer sous la barre des 1000 francs. C'est pas compliqué, il suffit de faire ce qu'on appelle un dégrèvement fiscal. Comme je suis très gentil, je ne vous compte pas cela. Oui, mais en même temps, je ne suis pas éligible. Vous voyez ? Et donc, vous éliminez ainsi les candidats. Même chose pour les électeurs. Pour éviter certains électeurs dont on sait très bien qu'ils votent mal, entre guillemets, c'est-à-dire pour l'opposition, on les dégrève fiscalement. Et du coup, ils ne sont plus électeurs. Bon. Et s'ils se peignent, on dit, mais de quoi vous peignez-vous ? Vous payez moins d'impôts. Bon. Lui, il arrive à peu près à 1022 francs. Vous voyez ? C'est donc vraiment la limite basse de cela. Et il est effectivement élu en 1819. Alors, cette reconversion politique est absolument passionnante. Pourquoi ? Parce que dans l'archive, et on trouve évidemment énormément de rapports de préfets qui suivent foi pas à pas. Donc on retrouve la liste de tous ces contacts. Car il faut des agents électoraux. Il faut parcourir le pays. Et on ne le parcourt pas avec la même facilité qu'aujourd'hui, dans une circonscription électorale. Donc il fait véritablement campagne, une campagne extrêmement active. Il mobilise tous ses sympathisants en quelque sorte. Il fait appel à ce qu'on appelle des courtiers locaux du politique, des anciens magistrats, des anciens sous-officiers. Vous voyez, par exemple, il est beaucoup aidé par les demi-soldes. Vous savez, ces officiers de l'armée napoléonienne que la Restauration, se méfiant d'eux, les avait mis à la retraite avec une demi-solde. Résultat, ils sont doublement mécontents. Mécontents parce qu'à la retraite, mais mécontents parce qu'avec une demi-solde, on survit plutôt qu'on ne vit. Donc, il fait appel à leur service, à beaucoup, je dirais même, de professions libérales, médecins, notaires, huissiers. Et ça, évidemment, les autres, ils n'aiment pas tellement parce que par leur métier, ils sont amenés à être en contact avec d'autres électeurs. Quand on est notaire, quand on est médecin, on ne peut pas empêcher les contacts, les déplacements. Et avec des personnes, ce sont des personnes d'influence, d'une certaine manière, que l'on suit. Il s'appuie également sur les francs-maçons locaux. Lui-même a été franc-maçon, mais il a vite rompu, non pas par antipathie, mais parce qu'il finit par dire que tout ça, c'est des niaiseries, ça ne l'intéresse pas. Bon. Mais il s'appuie sur les réseaux de francs-maçons locaux. Il s'appuie même sur un ancien de ses professeurs de rhétorique. Ancien oratorien, défroqué, devenu professeur de rhétorique, enseignant au collège Saint-Nicolas, et, excusez du peu, accusateur public sous la Révolution. Vous voyez ? Donc lui, il n'est pas vraiment en dehors de sainteté auprès des autorités. Mais il connaît du monde. Donc on s'appuie sur lui. Il est élu, bien élu. Il siège donc à partir de l'automne 1819 à la Chambre des députés. Personne ne le connaît vraiment. Certes, il est un ancien militaire, mais il n'est pas le seul dans ce cas, y compris dans ceux qui se reconvertissent en politique. Donc,
qu'est-ce qu'il fait qu'il va instantanément devenir célèbre du jour au lendemain? Eh bien, son premier discours, le 30 novembre 1819 à la Chambre des députés, le fait accéder à une notoriété subite que personne n'avait vraiment vu venir. Pourquoi? Parce qu'il est, et cette appellation va lui coller à la peau, le Démosthène des temps modernes. Parfois, on le surnomme également le Mirabeau des temps modernes. Alors, pour vous donner une explication, Démosthène, c'est le modèle absolu de l'art oratoire. Celui dont on est censé encore aujourd'hui, enfin au XIXe siècle, des fois je dis aujourd'hui parce que je ne vis pas tout à fait à l'époque contemporaine, je vis un peu trop des fois dans la période que j'étudie. Donc c'est l'aujourd'hui de la Restauration en fait. Parce que on a un culte pour l'art du bien parler que l'on va illustrer par des hommes comme Démosthène ou Cicéron, dont on étudie abondamment dans les études secondaires ce qu'on appelle les humanités, le discours. Et la politique au XIXe siècle, c'est d'abord l'art du bien parler. L'art du bien parler. On me dira aujourd'hui encore, on pourrait en débattre parce que il me semble que la rhétorique parlementaire aujourd'hui, qui n'est pas nulle, contrairement à ce qu'on dit parfois, mais n'a pas trouvé l'équivalent d'un style. Aujourd'hui, quelqu'un qui parlerait comme un orateur parlementaire du 19e, on dirait, mais il s'est trompé d'époque. Bon. À l'époque, ça ne choque pas. À l'époque, il faut construire un discours devant des députés avec une science de la rhétorique qui aboutit à des passages bien précis, à un art oratoire qu'il faut maîtriser. Et, à la grande surprise de ses collègues, y compris de ses amis politiques, il siège sur les bancs de la gauche, Foix en maîtrise tous les codes. D'où question. Pourquoi? D'où ça vient-il? Est-ce qu'un militaire, par définition, serait un orateur né? Alors souvent, ça peut paraître contradictoire, parce qu'on a envie de dire, un officier, c'est quelqu'un qui, à part de dire en avant, n'est pas censé savoir parler. Grave erreur. Les officiers reçoivent tous une formation à l'art du commandement. Et l'art du commandement, il existe aussi tout un ensemble de discours qu'on leur offre, en quelque sorte, pour les persuader que l'art du commandement, c'est l'art aussi de savoir motiver ses troupes, de savoir les mener au combat et à la victoire. Et si jamais vous en doutez, l'un des meilleurs orateurs dont les discours ont été publiés, c'est tout simplement Napoléon Bonaparte. Bon. Donc l'art du bien parler, oui, les militaires peuvent le maîtriser, mais il faut le reconnaître, ils sont assez rares, ceux qui le maîtrisent vraiment. C'est le cas de Foix, parce qu'ils trouvent très vite les mots qui vont, je dirais, convaincre ses partisans à la Chambre des députés, ce qui est la moindre des choses, mais en même temps ébranler ses adversaires en se disant, là, on a trouvé quelqu'un avec lequel il va falloir combattre. Bon. Il a le sens de la formule, il sait faire parler de lui, ses discours sont systématiquement publiés pour être diffusés, sont reliés par la presse, seront publiés en volume après sa mort, on les trouve encore relativement facilement, parce qu'ils ont été un vrai succès de librairie. Il a une éloquence, et une éloquence dont son journal nous donne à voir la manière dont il construit ses discours. Parce que l'erreur serait de croire que tout est dans l'art de l'improvisation. L'improvisation est un don. Beaucoup des orateurs ne l'ont pas. Lui le possède, ce don. Et il a le sens de la répartie. Ne pas croire qu'une séance à la Chambre des députés sous la Restauration est une partie de plaisir. C'est la guerre. C'est la guerre de mots, mais c'est la guerre. Ça veut dire qu'on est interrompu sans cesse, qu'on est interrompu par des apostrophes, qu'on est interrompu par des rires. Parfois, ça peut déraper par des insultes. D'où l'idée de savoir se contrôler, maîtriser, répondre. Certains ne savent pas faire ça. Et pourtant, ce sont des orateurs qui disent des choses très fortes, très puissantes, mais qui ont besoin du calme pour s'exprimer. Un homme comme Royer-Collard, un homme d'une culture immense, tout le monde le reconnaît, et pas un homme de guerre de mots. Foix, lui, il s'en sort parce qu'il sait s'arrêter à temps pour ne pas glisser dans l'insulte. Une seule fois, il sera provoqué en duel. Parce qu'il faut laver son honneur.
Et d'un commun accord avec son adversaire, ils tireront en l'air tous les deux parce que, au fond, ils estimeront que ça n'en valait pas la peine et donc leurs pistolets seront déchargés sans risquer de les tuer l'un et l'autre. Hein. Mais il a le sens de la formule et en même temps, il est lui-même dans le doute. Il est impressionné parce que c'est nouveau pour lui. Il se dit qu'il ne va pas être à la hauteur. Il entend des gens comme Benjamin Constant. Benjamin Constant est un orateur très fort, qui en plus est un écrivain, donc il a le sens des mots, etc. Il voit d'autres gens comme Jacques Manuel, par exemple, qui est peu connu aujourd'hui, mais qui est quand même un très grand orateur de cette époque-là. Il est impressionné ensuite par leur culture. Lui, au fond, il a quand même quitté, je dirais, les bancs de l'école très tôt, 15-16 ans, et puis après, même s'il a fait une école militaire, il ne peut pas, comment dire, exciper d'une culture aussi nourrie de références, car on aime, chez ces orateurs, truffer ces discours de références antiques ou modernes. Bon. Mais il compense cela par un travail de fond dont son journal nous donne à voir les étapes. Quand il s'attaque à un sujet dont il va débattre à la Chambre des députés, eh bien, il en retranscrit toute la généalogie. Par exemple, il a acheté une collection complète du Moniteur universel. C'est le journal officiel de l'époque. Donc, il retrace toute la généalogie du sujet dont il va débattre. Quand il n'est pas sûr de lui, il consulte des ouvrages spécialisés. Quand il n'est encore pas sûr de lui, il va voir des gens qui sont des spécialistes des questions. Par exemple, dit-il, quand c'est des questions militaires, j'ai besoin de personne. Mais quand il s'agit de débattre du budget, des questions financières, eh ben, il va sonner à la porte de hauts fonctionnaires pour leur demander des explications sur telle ou telle chose, parce qu'il n'en a pas saisi la logique. Bon. Il fait donc un gros travail d'apprentissage de connaissances, puis une sorte de premier jet qu'il peaufine, etc., pour aboutir ensuite, par un fort travail de mémorisation, à quelque chose qui va ressembler à un discours qui semble être prononcé, mais pas lu. Bon. C'est tout sur de l'improvisation parce qu'il a le canevas entièrement rédigé de son discours, mais il donne l'impression qu'il ne le lit pas, mais qu'il le prononce. Donc c'est ce qui fait un petit peu son succès, en quelque sorte. Il est assez malin aussi pour détourner des figures qui seraient plutôt des figures royalistes. Par exemple, lui n'hésite pas à citer Philippe Auguste ou Henri IV, pour bien dire qu'il s'inscrit dans toute l'histoire de la France, y compris celle de l'Ancien Régime. Mais en même temps, il n'hésite pas aussi à parler de la Révolution française, en sachant s'arrêter à temps, ce que d'autres n'ont pas su faire. Son collègue et ami Manuel, Jacques Manuel, donc, député des Hautes-Alpes, excellent orateur, en a commis quand même un de trop de discours lorsqu'à un moment donné, il a semblé faire dans un discours l'apologie du régicide, en disant que si jamais le régime de la Restauration allait trop loin dans une politique réactionnaire, il ne faudrait pas s'étonner qu'on trouve les mêmes solutions qu'on avait trouvées sous la Révolution française. L'allusion était suffisamment claire pour que tout le monde la saisisse. Tollé général dans la Chambre des députés, la interruption de séance, etc., les choses s'enclenchent de telle manière à ce que le président de la Chambre des députés, en accord avec la majorité, car foi sera toujours dans l'opposition, donc la minorité, décide, chose unique dans l'histoire de nos assemblées, l'expulsion physique de Manuel. Nous sommes en 1823. Bon. Et il faut voir la scène. Des gendarmes qui rentrent dans la Chambre des députés et qui empoignent Manuel pour le jeter hors de la Chambre des députés. Bon. Foy, évidemment, prend parti pour Manuel, rédige une pétition, un discours qu'il veut lire à la tribune de la Chambre, bref, etc., etc. Mais dans son journal, il dit « mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement ». Mais Manuel, là, a manqué sa cible. Il a été outrancier. Bon. Ce qui montre d'ailleurs une certaine ambiguïté des positions politiques de Foy sur lesquelles je reviendrai très rapidement. Donc, sens de la formule, premier discours, 30 novembre 1819, ouvrez les guillemets, il y a de l'écho en France,
quand on prononce ici les mots d'honneur et de patrie. Vous allez me dire, c'est tout? Ce type de discours, honneur, patrie, pour nous, sont évocateurs de peu de choses. Pour un pays frustré, choqué, et un peu plus par le désastre de Waterloo, ces mots prennent absolument un écho dont on a du mal à imaginer aujourd'hui la puissance, l'onde de choc. Cette phrase est gravée sur le socle de la statue de Ham que je vous ai montré tout à l'heure. Bon. Autre formule, à un moment donné, par exemple, Charles X décide qu'on va voter une loi pour que les émigrés auxquels on a confisqué les terres et les châteaux reçoivent une compensation financière. Cette loi est connue comme étant la loi dite du milliard des émigrés. Énorme bataille parlementaire, pour, contre, discours, etc. Foix prend la parole, évidemment, contre. Et dénonce, je le cite, le splendide festin des indemnités. La formule est aussitôt imprimée, réimprimée, etc. Il passe aussi, mais là, je dois dire que j'ai un doute parce que j'ai fait pas mal de recherches, y compris sur avec les moyens électroniques dont on dispose et qui permettent d'accéder à des sources même assez lointaines. Mais bon, il passe aussi pour être l'inventeur de la formule de l'impôt du sang, pour désigner donc le fait que de jeunes conscrits aient donné leur vie pour la patrie. L'impôt du sang. Il est décrit comme étant l'inventeur. Est-ce qu'il est l'inventeur ou le vulgarisateur? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si vous avez des informations, je suis preneur. Mais en tout cas, il fait tout un discours dans lequel il dit qu'on demande beaucoup de choses, on demande de payer des impôts, etc. Mais il en est qui ont donné leur vie, qui ont payé, dit-il, l'impôt du sang. Cette formule instantanément est reprise. Alors, ambiguïté politique, disais-je. Au fond, quelles sont les idées politiques de Foix? C'est un patriote, ce qui aujourd'hui est un mot dont le sens nous est pas forcément perceptible parce que les mots restent, mais leur sens change. Patriote, sous la Restauration, ça permet de regrouper aussi bien des gens qui se diraient libéraux, bonapartistes, indépendants, orléanistes, bref, toute une nébuleuse de gens qui sont hostiles à la Restauration, à ses valeurs et au drapeau blanc. Voilà, pour le dire clairement. Ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur ce qu'ils voudraient pour le futur, mais ils savent ce sur quoi ils sont contre pour le présent. Bon. Donc, patriote, il l'est, et quand on s'appelle le général Foix, on n'a pas à s'en justifier. De fait, on pourrait presque dire que le général Foix est une invention de la Restauration. Parce que du coup, lui-même et les autres ne l'appellent plus que le général Foix, alors qu'il n'est plus le général Foix. Mais il n'y a pas de meilleure carte de visite que celle-là, pour être considéré comme un patriote. Donc patriote, il l'est, et il prend par exemple la défense à la tribune de la Chambre des députés de la cocarde tricolore. Je le cite. La cocarde tricolore marque l'époque du plus grand développement de l'esprit humain, de la plus haute gloire qui ait jamais été accumulée sur une nation, de la régénération entière de l'ordre social. Ça provoque des réactions pour le moins mitigées. À une époque où, je rappelle, la seule cocarde qui est portée, c'est la cocarde blanche, y compris par des députés comme le général Foix. On ne peut pas en porter une autre. Hein. Elle est interdite dans l'espace public, la cocarde tricolore. Bon. Il est sinon libéral. Patriote, libéral. Alors libéral, c'est une étiquette là encore assez commode pour réunir tous ceux qui sont attachés au principe de liberté. Lesquels? Disons liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de croyance, liberté de circulation, en même temps l'abolition des privilèges, en même temps l'égalité juridique, et puis aussi la liberté de commercer, d'échanger, au fond, la volonté de limiter la puissance étatique. Curieusement, nous sommes dans un pays, y compris avec la Restauration, où la puissance de l'État est phénoménale. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire effectivement qu'il est libéral. Il n'aime pas la violence, il la craint même,
et il le dit à plusieurs reprises, je suis certes contre la Restauration, mais pas au prix d'un mouvement social qui amènerait la perturbation de l'ordre établi. Donc on voit tout de suite que ce notable, qui a maintenant peut-être plus de choses à défendre qu'à acquérir, se méfie beaucoup de tous les mouvements sociaux qui pourraient éclater. En bon notable, qui est en train de faire fortune, il est certes contre le régime de la Restauration, mais il se dit qu'au fond, peut-être, il pourrait être un jour un ministre. Et que, d'une certaine manière, le renversement du régime serait beaucoup trop risqué, un prix beaucoup trop fort à payer. Donc, on voit toutes les ambiguïtés de discours qui sont parfois extrêmement virulents contre le régime, et dans le secret de son journal, il montre clairement dans quel camp social il se situe. Et il y a des mouvements sociaux à son époque. Lui-même, d'ailleurs, fait un grand voyage en Alsace, en 1821. Il est accueilli comme une rockstar en Alsace. Mais c'est absolument étonnant. Tous les grands manufacturiers textiles, les Dollfus Mig et compagnie, l'accueillent avec une débauche de moyens. On allume des feux sur les collines, on fait des arches de fleurs à son entrée, on l'accompagne, ce qu'on appelle faire une conduite, quand il entre dans une ville et quand il en ressort. On lui offre des banquets, des sérénades. Bref, il a une popularité absolument inouïe dans cette Alsace parce qu'il défend les intérêts des manufacturiers, bien entendu. C'est pas pour ses beaux yeux, entre guillemets. Bon. Et au programme, il y a la visite des manufactures. Et là, il tombe de haut, si je puis dire. Parce qu'il le dit dans son journal. J'ai vu l'exploitation des enfants qui sont là à travailler 7, 8, 9 ans. Mais en même temps, il n'en dit pas un seul mot à la Chambre des députés. Parce que ce sont ses amis politiques. Donc on voit aussi toutes les limites, toutes les ambiguïtés d'un homme qui est un notable et qui est dans le camp de ceux qui possèdent suffisamment pour ne pas avoir envie de risquer ce qu'il a. Cet homme est aussi un homme du tout Paris. C'est un homme de salon. C'est un homme qui fréquente beaucoup les salons, il est invité. Les salons, en gros, c'est, disons, de l'automne jusqu'à Pâques, la grande saison des salons. Il y a un clivage très net. Il y a des salons plutôt libéraux, vers la chaussée d'Antin, dans cette région-là, plutôt sur la rive droite. Et puis, il y a les salons du faubourg. Alors, il n'est même pas besoin de préciser quel faubourg. Entre guillemets, Saint-Germain, pardon. C'est là les faubourgs des royalistes, ceux qui ne se mélangent pas avec la roture ou avec cette vague noblesse qui est encore roturière et qui a des titres qui ne remontent qu'à 1 ou 2 générations. Bon. Donc là, on voit bien qu'il y a une fracture qui est très nette. Lui, évidemment, fréquente beaucoup les salons plutôt de la chaussée d'Antin. Il y construit sa carrière politique parce qu'il rencontre là des gens avec lesquels il élabore des plans, il peaufine ses discours, il s'entretient en quelque sorte, des affaires du jour. Il recueille des informations, y compris de la cour, de ce qui s'est dit, notamment sur lui. Donc, vous voyez, les salons sont un lieu de l'entre-soi où il y a un aspect parfaitement ludique, musique, chansons, poésie, présentation d'œuvres, on dirait en avant-première par leurs auteurs, mais en même temps où il y a tout un jeu politique qui se fait et où les jeunes gens dans l'ombre qui commencent leur carrière politique viennent aussi. Par exemple, Foix, dans un de ces salons, est abordé par un jeune homme à l'accent marseillais qui est en train de commencer à écrire une histoire de la Révolution française et qui veut recueillir son témoignage. Il s'appelle Adolphe Thiers. Vous voyez, c'est ce genre de rencontre que l'on fait également dans les salons. Il rencontre beaucoup les étrangers de passage. Il a commencé à écrire une histoire de la guerre de la péninsule, qui donc sera un récit des guerres auxquelles il a participé, et il tient beaucoup à rencontrer tous les Espagnols de passage qui sont à Paris, pour essayer de recueillir des informations. Mais aussi les Anglais, parce que les Anglais ont fait la guerre au Portugal et en Espagne, ils ont d'ailleurs été ses principaux adversaires, donc il veut recueillir leurs témoignages également. Lui-même fera 2 voyages à Londres
pour aller recueillir de l'information. Donc vous voyez, les salons, ça joue un rôle très très important. Ils fréquentent par exemple les salons des duchesses de Vicence, de Breuil, de Plaisance, bref, tout un ensemble, disons, de familles qui sont plutôt globalement des familles politiques, disons, d'opposition libérale plus ou moins modérée. Et aussi d'anciens militaires, comme Soult par exemple. Bon. À plusieurs reprises, il est accueilli chez le duc d'Orléans. Là, on est à l'étage supérieur. Bon. Le duc d'Orléans qui a bien compris qu'il avait intérêt à avoir les meilleures relations du monde avec Foix. Bon. Parce que c'est un homme qui peut manipuler une partie de la Chambre, qui peut jouer un rôle important, et quand on va voter par exemple la loi sur le milliard des émigrés et sur des indemnités qui seront versées à ceux à qui on a pris des propriétés, le principal bénéficiaire de cette loi des indemnités, c'est le duc d'Orléans, qui est la première fortune de France. Bon. Donc vous voyez que tout ça n'est pas dénué d'arrière-pensée. Mais encore, les salons, c'est un lieu où on rencontre des financiers. Or, Foix est toujours, son journal est truffé de références à « je suis pauvre ». Alors évidemment qu'il est pauvre. À côté d'un Rothschild, d'un Casimir Perier, d'un Jacques Lafitte, d'un Guillaume Ternaux, moins connu, mais puissance colossale de cette époque-là, il est pauvre. Il est pauvre, mais il est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il meurt en 1825, a 1 million de francs. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors évidemment, 1 million de francs, vous êtes déjà dans le pourcent des plus grosses fortunes françaises de l'époque. Et ceux qu'il rencontre, eh bien, dans les salons, c'est par exemple des gens qui lui proposent d'investir dans des emprunts, d'acheter des actions. Il rencontre même Rothschild. Il est invité chez Rothschild. Là, c'est aussi un signe de son aura, en quelque sorte. Rothschild n'invite pas n'importe qui. Foix est assez volontiers antisémite. Il partage les a priori détestables de la quasi-totalité de ses contemporains, mais la fréquentation de Rothschild va l'amener à changer. Au début, je le cite, c'est un juif cousu d'or, le stéréotype absolu de l'antisémitisme. Le visage est ignoble, les yeux sont rouges et chassieux. Il a tout à fait la physionomie juive, cette altesse judaïque qui forme avec ses 4 frères, je le cite, les 4 polichinelles vampires. On n'est pas dans l'empathie certaine, là, quand même. Et puis, il le dit alors qu'il ne le connaît pas. L'ayant fréquenté, il reconnaît finalement que c'est un homme bon, généreux, auquel, dit-il, on ne peut reprocher qu'une excessive et risible vanité. Le propos a donc considérablement changé. Il est vrai qu'entre-temps, Rothschild lui a proposé de participer à des affaires. Bon. Pour lesquelles il n'est pas très doué. Foix n'est pas un homme d'affaires. Il dit lui-même que la bourse, il n'y comprend pas grand-chose. Il va perdre pas mal d'argent parce que le principal de ses investissements, 180 000 francs, ce qui est une somme considérable, il le fait dans les emprunts d'Espagne. Sollicité par Jacques Lafitte, l'un de ses très proches amis, l'une des plus grosses puissances financières, peut-être 50 millions de francs. Il va tout perdre sous la monarchie de Juillet, ou quasiment, mais là, une énorme puissance financière. Celui qui a acheté le château de Maison, devenu Maison Lafitte. Bon. Donc une énorme puissance financière. Hein. C'est chez lui que se réunissent la plupart du temps tous les opposants libéraux pour mettre au point leur tactique, leur stratégie politique. Bon. Mais les emprunts d'Espagne auxquels il souscrit, malheureusement pour lui, vont être réduits à néant parce que le régime au pouvoir en Espagne s'effondre, un régime libéral, avec lequel Foix était en sympathie, et est remplacé par le retour d'un souverain absolutiste qui s'appelle Ferdinand VII, et qui dit désolé, mais moi je ne reconnais pas les emprunts qui ont été faits par le régime précédent. À tel point que, menacé même de faillite, Foix est sauvé en sous-main par Jacques Lafitte qui passe un coup d'éponge sur ses dettes, sans le lui dire pour ménager son honneur.
A-t-il quand même pu totalement l'ignorer? On peut en douter. Bon. Bien plus douée pour les affaires est sa femme, Élisabeth Foy. Alors, je terminerai par ça. Écrire une biographie de Foy, c'est écrire la biographie d'un couple et d'une famille. Ce ne sont pas que des mots. Au fond, quand on voit la personnalité de Maximilien Sébastien Foy, on s'aperçoit très vite que, dans son privé, le couple qu'il forme avec sa femme est un couple qui n'est pas seulement fondé sur une relation qui, au départ, a été une relation d'amour qui semble démontrée, mais aussi sur un intérêt commun bien senti. Chacun a des compétences. Et c'est assez étonnant parce qu'au fond, on a peu de témoignages qui nous permettent de savoir si dans d'autres couples cela fonctionnait ainsi. Mais Lise Foy, Élisabeth, son surnom c'est Lise, est la première auditrice des ébauches de discours de Foy. Elle le conseille. Elle lui dit de retirer ceci ou d'ajouter cela. Elle est présente très régulièrement dans les tribunes de la Chambre des députés. Un des rares endroits où les femmes peuvent être, alors que c'est malgré tout de politique dont il est question. Bon. Donc on a là, si vous voulez, une compagne qui est un peu plus que ça. Elle est capable également de lui trouver de la documentation sur certaines choses. Cette femme qui est beaucoup plus jeune que lui, elle a 15 ans de moins, mais à l'époque c'est un cas relativement fréquent. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, elle est d'origine allemande. Ses parents étaient tous les deux de Mayence, se sont ralliés à la Révolution française. Sa mère ayant divorcé, elle est venue en France. Elle a totalement oublié la langue allemande, on le sait, puisqu'à un moment donné, Foy va payer un précepteur allemand pour apprendre la langue allemande à ses enfants, dit-il, et à sa femme. Lui parle au moins 4 ou 5 langues. Dans tous les pays où il a été, il a appris la langue du pays suffisamment pour pouvoir la parler, disons, avec les autochtones, en quelque sorte. Bon. Donc, c'est une femme qui joue un rôle important dans sa vie. Ça n'est pas une femme politique, parce que l'expression serait inadéquate pour l'époque, mais c'est une femme politisée. C'est une femme dont on sait les idées, avec un seul problème, c'est qu'on n'a rien qui soit de sa plume à elle. Tout ce qu'on sait, c'est par lui. Dans son journal, à lui. À ma connaissance, il n'y a pas l'équivalent du journal de Lise Foy. Donc c'est une femme politisée, ou on pourrait presque dire une citoyenne sans citoyenneté. Elle s'intéresse à la politique, mais évidemment, elle ne peut pas l'exprimer. Alors qu'est-ce qu'on sait de ses idées? Ben, elle est bonapartiste, beaucoup plus que lui, et sans état d'âme. C'est lié évidemment peut-être à son histoire propre. Elle a été adoptée par un général devenu maréchal d'Empire, le deuxième époux de sa mère. Et elle est une fervente bonapartiste qui pleure, une fois le note, à l'annonce de la mort de Bonaparte, de Napoléon plus exactement, à Sainte-Hélène. Elle porte des signes ostensibles de deuil à chaque anniversaire de la mort de Napoléon, une ceinture noire. Elle sort dans les rues, et elle revient pleurant et enrageant parce qu'elle a entendu parler anglais, le jour où elle a appris la mort de Napoléon. Une fois note tout ça dans son journal. Donc vous voyez, on sait qu'elle a une véritable sympathie pour, comment dire, ben voilà, ce bonapartisme. Alors, je vais m'arrêter là, mais juste un mot de conclusion. J'ai été un peu court sur Lise Foy. Elle s'est fait son éducation un petit peu toute seule. Elle a beaucoup lu, parce que lui conseillait, parce que lui, ce qu'il lui conseillait, c'était de lire des romans pour femmes, d'apprendre la broderie et la musique. Ça lui suffisait largement. Elle s'attaque à les lettres sur l'Atlantide de Platon de Jean-Sylvain Bailly. Ça ne vous dit rien, mais franchement, je vous souhaite bien du plaisir si vous essayez de le lire aujourd'hui. Elle lit la Bible, Pline, Lucrèce, Salluste. Réaction de Foy, ton érudition m'effraie d'avance. Tu seras à 19 ans un docteur de Sorbonne. Et il est encore plus inquiet lorsqu'il lui écrit qu'elle est en train de lire De l'Esprit, qui est un livre d'Helvétius. Helvétius
C'est un théoricien, un philosophe radical des Lumières, à côté desquels Rousseau et Voltaire sont des gentils garçons. Donc là, il est beaucoup plus catégorique et lui intime l'ordre, mais à distance, à 3000 km de là, d'arrêter parce que, dit-il, la philosophie va mal à un joli minois. Ce qui prouve qu'il n'était pas complètement féministe. D'un autre côté, vous l'avez compris par rapport à ça. Bref, pour conclure, ce que j'ai essayé de faire en travaillant sur cet homme, c'est au fond d'essayer de l'entourer par tous les moyens dont on peut disposer grâce aux archives. Il y a d'énormes lacunes. J'explique dans le livre que ma quête s'est heurtée parfois à des fins de recevoir absolument gentilles et compétentes, et aussi à des fins de non-recevoir. Des gens dépositaires d'archives très importantes n'ont pas souhaité, pour des raisons qui leur sont propres, m'ouvrir leurs portes. Donc à partir de là, c'est aussi une biographie dans laquelle il y a des trous, des impasses, des lacunes. Mais plutôt que de ne pas le dire, moi je le signale pour dire voilà comment j'ai essayé de contourner, quand c'était possible, cela. Et j'ajoute que c'est d'autant plus drôle que ces archives qui me manquaient, je les ai vues petit à petit apparaître en salle des ventes. Vous voyez ? Mais c'est un cas assez fréquent que des gens détenteurs d'archives pensent à tort que si elles sont dévoilées, elles perdent de leur valeur, alors que c'est l'inverse. L'inverse. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Juste, Lise Foy, un crayon de sa fille Blanche Foy, un portrait anonyme, donc là je ne sais pas de qui c'est, les 5 enfants du général Foy, une litho. Il y a encore une descendance ? Il y a encore une descendance, effectivement. Un buste du général Foy, auteur inconnu également, et la plus célèbre des médailles, qu'on trouve très facilement en vente sur Internet, donc le général Foy par Caunoy. Caunoy, c'est un médaillé très connu à l'époque. Ça, c'est l'avers, et ça, c'est le revers, qui dit des choses qui sont purement factuelles. Voilà. Mais il nous reste évidemment du temps pour des questions, si vous avez, je l'espère, des questions à poser sur ce que nous venons de dire. Est-ce bien le général Foy qui a envoyé Alexandre Dumas chez le duc d'Orléans ? Alors effectivement, et Alexandre Dumas le dit dans ses mémoires, il lui dit très clairement, j'arrivais à Paris, je vivotais, je ne savais pas quoi faire exactement, il pensait déjà à une carrière d'auteur dramatique, mais ça ne nourrit pas son homme, c'est bien connu. Donc il a été sonné à la porte du général Foy, qui le confirme, et qui lui a dit, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi ? Que savez-vous faire ? Alors après on entre dans du Alexandre Dumas, rien. Bon, etc. Et finalement, ils veulent obtenir une place de secrétaire chez le duc d'Orléans, qui ne gardera pas très longtemps, mais enfin, Alexandre Dumas lui sera reconnaissant de ça et le cite dans ses mémoires. Est-ce que dans son journal, on trouve des échos des spectacles ou des représentations auxquelles il aurait assisté ? Alors, j'avais toute une partie qui était prévue là-dessus, que je n'ai pas eu le temps de dire, mais Foy s'intéressait essentiellement... Alors, il était un grand lecteur. Alors, je ne réponds pas directement à votre question, mais j'élimine d'abord la question de la lecture. C'est un grand lecteur, c'est quelqu'un qui lit en permanence. Dans le livre, j'ai retracé, autant que le journal le donne à voir, tout ce qu'il lisait et qu'il annotait parfois, et qu'il commentait parfois. Donc, c'est un très grand lecteur. Mais pour les spectacles, et répondre à votre question, c'est un mélomane qui adore la musique, et qui a une passion partagée par bon nombre de notables de son époque, ce qu'on appelle la Rossini-mania, c'est-à-dire qu'il est absolument fan de Rossini, il a des propos dithyrambiques sur tous les opéras de Rossini auxquels il assiste, et d'autant plus qu'ils sont servis par la plus grande cantatrice de l'époque, une espèce de Calas de l'époque, si l'on peut dire, qui s'appelle la Pasta, cantatrice italienne, et voilà. Et le deuxième musicien qu'il met pratiquement au même niveau, c'est Mozart. C'est Mozart, mais il y a moins de représentation de Mozart qui est en train d'être en quelque sorte découvert ou redécouvert en quelque sorte, tandis que Rossini, lui, ça bat vraiment son plein. Quant au spectacle, c'est un homme de théâtre qui fréquente aussi bien la salle Favart que le Français, mais aussi les salles du boulevard du Crime,
avec l'excuse pour le boulevard du crime d'y emmener ses enfants dans des spectacles qui sont vraiment destinés aux familles. Ce ne sont pas les drames sanglants auxquels il emmène ses enfants. Mais il y a des salles sur le boulevard du crime qui font, disons, des petits vaudevilles que les enfants peuvent suivre tout à fait de manière charmante. Donc il emmène cela. Avec un goût qu'il partage également, et là je reviens au théâtre plutôt dramatique, avec un goût qu'il partage avec beaucoup de Parisiens de son époque pour Shakespeare. On est dans la redécouverte de Shakespeare. Les œuvres complètes de Shakespeare sont éditées par Guizot au même moment, et il est absolument fasciné. Il aime beaucoup les classiques français, Racine, Corneille, etc. Mais disons que Shakespeare, pour lui, c'est, dit-il, le vrai. Le vrai, là, il y a quelque chose qui lui reconnaît une supériorité. Et un dernier mot vraiment pour ses goûts picturaux. Il a des goûts picturaux qui sont ceux d'un homme de sa génération. C'est-à-dire que né en 1775, il est l'homme du néoclassicisme de David et de ses héritiers. Et il a beaucoup de mal à suivre l'évolution de la peinture vers le premier romantisme, celui de Géricault par exemple, et encore plus celui de Delacroix. Il visite régulièrement le salon. Il fait 6 visites à celui de 1822, 3 visites à celui de 1824, et quand il tombe devant les massacres de Kyo de Delacroix, pour lui, c'est l'horreur absolue. Son peintre préféré, c'est Horace Vernet. Parce qu'Horace Vernet, c'est un peintre militaire, qui peint des batailles, et, dit-il, tout ce qu'il peint, c'est exact. Et pour lui, c'est au moins aussi important qu'il ne se soit pas trompé sur la forme du sabre ou de l'uniforme ou que sais-je. Et donc, il est fasciné par Horace Vernet, qu'il fréquente, qu'il va voir dans son atelier, et à qui il aimerait bien acheter une toile, mais malheureusement, c'est cher. Le duc d'Orléans a une galerie entière de tableaux de bataille de Vernet, mais lui ne peut pas se permettre de ça. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, quand il fait peindre ses enfants, il s'adresse à des artistes de seconde, voire troisième catégorie. Lui-même sera peint post-mortem par un très grand nom de la peinture, Gérard, le baron Gérard. Ce tableau existe. Si vous voulez le voir, il faudra aller aux États-Unis. C'est une université américaine du Michigan qui l'a acheté pour sa fondation, $200 000. C'est donc une somme assez considérable. Il en existe une reproduction. Voilà, je pense que j'aurais pu le voir avant qu'il soit vendu, mais que son propriétaire s'est bien gardé de me dire qu'il le possédait, toujours un peu pour les mêmes raisons que j'ai du mal à élucider. Mais il existe des copies et des lithographies, nombreuses. A-t-il constitué une collection de peintures et d'œuvres d'art en Espagne? Alors, la question est méchante. Parce que du coup, la belle image du général Foy va-t-elle être écornée? Alors, je vais prendre sa défense. Il a ramené 3 œuvres dont il parle, qui, dit-il, lui ont été données par des municipalités espagnoles en remerciement de sa conduite, qui était une conduite, comment dire, pas douce, je ne trouve pas l'équivalent, mais il ne s'est pas comporté comme un soudard, en quelque sorte. Et parmi ces 3, de mémoire, je crois qu'il y a un Murillo ou quelque chose comme ça. Mais, pour répondre à votre question, on est très très loin du maréchal Soult, qui alors lui a ramené des tombereaux d'œuvres d'art par chariot complet, et quand Foy va chez le maréchal Soult, il dit « Si vous voulez avoir de la peinture espagnole, c'est pas au Louvre qu'il faut aller. C'est chez le maréchal Soult. » Alors lui, comme prédateur, là par contre, vous voyez, je me défausse, mais lui... c'était vraiment le premier rang. Et où sont-elles, ces œuvres maintenant, du maréchal Soult ? Je pense, mais là, je parle sous votre contrôle, si peut-être des amateurs d'art plus éclairés que moi le savent, je pense que la plupart ont quand même été récupérées par donation, etc., par des collections publiques. Je dis bien je pense. Pour information, on a vendu, ça ne répond pas à votre question, mais ça la prolonge malgré tout, on a vendu récemment les archives et les journaux et toutes les collections d'imprimés, enfin de manuscrits, pardon, du maréchal Soult, qui ont été préemptés par l'État. Donc je pense que ces œuvres d'art aussi l'ont été progressivement par donations successives d'héritage, vous voyez, au titre... voilà. Je pense, mais à vérifier.
Merci beaucoup, Jean-Claude Caron. Merci.